bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je remplace Sophie-Claude Miller. Au moment de l'enregistrement de cette émission, la police était en train de démanteler une barricade à Tyendinaga, en Ontario. Mais les manifestations de soutien continuent envers les membres de la nation Wet'suwet'en qui s'opposent au projet d'oléoduc se poursuivent. Lindsay Richardson vous présente un résumé des événements récents. En cette semaine, au cours de laquelle les barrages ont été érigés, témoignant de la solidarité des opposants au projet d'oléoduc et s'étalant de Saint-Lambert au Québec jusqu'à Edmonton, les esprits ont commencé à s'échauffer. Parmi les usagers quotidiens du train et même parmi les Mohawks de Kanesatake, qui ont déclenché une confrontation dans les bureaux des conseils de bande pour dénoncer les propos du grand chef dans les médias. Au début de la matinée, les manifestants ont chassé du bureau quelques employés du conseil et ont verrouillé la porte derrière eux. À l'extérieur, ils ont condamné vigoureusement le grand chef Serge Audy-Simon, qui a récemment laissé entendre dans une entrevue radiophonique que les manifestants ayant érigé des barrages ferroviaires nuisent à la prix que leur accordent les Canadiens. Les détracteurs de M. Simon l'ont qualifié de marionnette et ils ont affirmé qu'il ne peut pas parler au nom de tous les Mohawks. Our people today said, no, we're done with this nonsense. Not our voice. He's not our voice, and we're going to stop it. As of now, we want all the Wet'suwet'en people to know, and the people in Tyendinaga, Kahnawake, and all the other people supporting. We support too. We support 100%. We're here. Le grand chef Simon est ensuite revenu sur ses propos. Sur la possibilité de soulever les blocus était prématuré et je sais que mes propos auraient peut-être causé des offenses à beaucoup de gens, mais c'était pas mon intention. Mais malgré tout, je me suis excusé. Après les excuses présentées par M. Simon, les portes du conseil de bande ont été ouvertes et les manifestants ont quitté les lieux. À la fin de semaine dernière, des chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en se sont déplacés vers l'est jusqu'au territoire Mohawk Tyendinaga et Kahnawake afin de remercier les Mohawks de leur soutien. Entre-temps, le débat se poursuit entre les membres de la nation Wet'suwet'en. Une réunion a été tenue à l'intention des membres qui sont en faveur de l'oléoduc. We're ostracized. And it's not fair. Just because we want to work. We're from an industrial town. We've always worked for industry. And there's always two sides to every story. You know, we get called out because we live here. We're not allowed to speak. We are not in a position that we're wanting to fight with our own people. We understand and include all of our people, whether they're pro-pipeline or against the pipeline, are members of our clans. They're people that we love. They're family members. We are, you know, we know that the hereditary system is our true governance system, and that's what we're going to be going by, and that's what we follow, and that's what we're trying to strengthen and want recognized. And so, of course, there's going to be some people that want the jobs, and they think that that's the best way to move forward, and that's their own opinion. But it's not the opinion of the inherent governance system of the Wet'suwet'en people. Malgré la réponse de la GRC à la demande des Wet'suwet'en de quitter les camps, Smugglegum, un chef héréditaire, a publié un tweet indiquant que l'avis d'expulsion destiné à Coastal GasLink, l'entreprise qui construit un oléoduc sur leur territoire, est toujours valide. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les Cris d'Iou-Isti ont signé un important protocole d'entente en matière d'infrastructure avec Québec. L'entente est évaluée à 4,7 milliards de dollars, dont une grande partie sera destinée à la construction de chemins de fer. En raison des barrages ferroviaires partout au pays, l'ironie de l'annonce n'a pas échappé aux dirigeants au moment de la signature. Un reportage de Tom Fenario. Elle a été baptisée la Grande Alliance. Il s'agit d'une entente concernant les 900 km longeant le fleuve Grande-Rivière qui traverse une large bande de territoire Cri. Un territoire que les Cris et le gouvernement de Québec cherchent tous deux à développer. Ça va nous permettre aussi de mettre en valeur
l'énorme potentiel minier du nord du Québec, tout en préservant l'environnement. Les ententes conclues entre le Québec et les CLI de EOHD ne datent pas d'hier. De la Convention de la baie James en 1975 à la paix des Braves en 2002, les CLI ont été en mesure de tirer parti de leur vaste territoire de EOHD afin de conclure des ententes qui leur permettent de profiter de l'infrastructure hydroélectrique. Mais l'objectif de la Grande Alliance est différent, l'extraction de lithium-ion pour les batteries. Pour cela, il faudra construire plus de 700 km de voies ferrées. Les trains sont bloqués par des activistes autochtones partout au pays. Le grand chef Abel Bozum considère que l'annonce tombe à un drôle de moment. And what do you think about the railroad blockades right now? Well, that's what happens when you don't listen to people or when you try to go ahead and develop a project without their consent. That's a lesson to learn. Legault estime que l'entente est un bon exemple de coopération entre nations. Le gouvernement du Québec et les CLI prévoient partager les coûts d'une étude de faisabilité qui sera menée cette année. The Cree Nation government chooses, and I would like to emphasize the word chooses, to allocate our resources and our expertise towards this endeavor. Le plan, qui sera réalisé en 3 phases sur 30 ans, comprend également la construction d'un port de l'eau profonde sur les rives de la baie d'Hudson. Bozum souligne que l'Alliance permettra de créer des emplois bien rémunérés, en plus d'améliorer la qualité des routes et des services Internet pour les 9 Premières Nations CRI au Québec. Des mesures seront également mises en place pour protéger l'environnement. Development of a network of protected areas that are designed not as an aftermath, not as a concession, but as a determining factor in development. La Grande Alliance bénéficie du soutien des Bozum et des chefs des 9 communautés. Toutefois, ceux-ci affirment que l'avenir du projet dépend des consultations communautaires. Tom Fenerio, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. À Montréal, la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador a donné un atelier à l'occasion de l'événement Expo Entrepreneurs 2020. L'objectif est d'aider les jeunes entrepreneurs autochtones. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Travailler ensemble, on veut collaborer, on veut participer au développement de la société. Le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, a été invité comme intervenant à la cérémonie d'ouverture de l'Expo Entrepreneurs 2020 pour parler de l'entrepreneuriat autochtone et des défis qu'il présente. Pour du prêt. Pour obtenir du prêt. Le CDE-PNQL, une entité de l'Assemblée des Premières Nations s'occupant spécifiquement du développement économique, présentait un atelier à l'événement. Pour l'entrepreneur Charline Hébert, participer à un tel événement aide beaucoup. On vient chercher beaucoup de réponses à nos questions. On vient chercher aussi du support. Aussi, on se fait comprendre en tant qu'entrepreneur. Tantôt, on parlait aussi beaucoup des enjeux qu'on peut rencontrer face à l'entrepreneuriat autochtone. Il y a 39 agents de développement économique installés dans des communautés réparties à travers le Québec. Bref, c'est des organisations qui sont là pour le développement de la main-d'œuvre. Selon Emmanuel Bertrand-Gauvin, les Autochtones seraient attirés vers les technologies vertes visant à la préservation de l'environnement, mais aussi vers le développement du secteur du tourisme. Ils font appel à tous dans les communautés d'affaires. Mais il faut que les entreprises et les organisations non autochtones communiquent avec les organisations Premières Nations, partager leurs connaissances, leur expertise, leurs possibilités. Puis les membres des Premières Nations, par le biais de nos organisations, on fait la même chose, on fait un jumelage entre ces ressources. L'agent de développement économique serait le premier contact pour les Autochtones qui seraient intéressés à... Gaston Beaulieu est le fondateur de Gaia Ecosystem Dome, une entreprise qui construit des serres multi-étages. Il part d'une collaboration avec les regroupements Mamotinout, un organisme soutenant le développement économique et unissant 4 communautés hindoues. En fait, c'est eux qui m'ont trouvé. À cause de mon site web, ils étaient intéressés à avoir une serre urbaine. Donc, ils ont communiqué avec moi, puis j'ai appliqué sur leur demande d'étude de faisabilité. C'est comme ça que la relation a commencé. Bertrand Gauvin souhaiterait qu'il y ait plus de communication entre les Allochtones et les membres des Premières Nations en vue de dynamiser le développement. Les organisations Premières Nations ont aussi un rôle
de médiation culturelle, si je peux dire. Parce que dans la population générale non autochtone, malgré 300 ans de voisinage, là, il y a des préjugés tenaces, puis les membres des Premières Nations n'ont pas envie de faire face à ça. Une petite nation de 8000 individus, composée de 3 communautés. L'âge moyen des Autochtones du Québec étant de 25 ans, on peut s'imaginer que des ateliers comme celui-ci seront importants pour des années à venir. Sylvie Ambroise, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle d'un couple LGTB2S qui rencontre des difficultés quant à l'inscription à la liste d'appartenance de leur fils dans leur communauté. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles Nationales. Pour la plupart des peuples autochtones, le fait d'être membre d'une bande donne un sentiment d'identité et signifie faire partie de la famille. Mais que se passe-t-il lorsque la discrimination empêche de devenir membre? Dans le premier volet de cette série en 2 parties, Tamara Pimentel s'entretient avec un couple venant de l'Alberta qui a essayé pendant près de 10 ans d'inscrire leur fils comme un membre de sa communauté. Dans les rues du centre-ville de Calgary, un petit groupe de la Première Nation de Stoney Nakoda défile auprès de milliers d'autres personnes. APTN a suivi le groupe tout au long du défilé de la fierté de la ville, ayant eu lieu au cours de l'été. C'est un événement que Daniel Marc et sa femme Ava Lefthand attendent avec impatience chaque année. Une occasion de célébrer leurs relations et leur famille. The majority of the community, they're very supportive. It's just when it comes to politics or a tribal council, it seems like we're not considered a family. Chez elle, dans la Première Nation de Stoney Nakoda, l'ambiance est différente. Pour Mme Marc et Mme Lefthand, il s'agit de leur foyer. Toutes deux y ont grandi et y sont inscrites comme membres de la communauté. Pourtant, elles disent ne pas avoir l'impression d'être à leur place. Leur fils, Lilith Lefthand, a 8 ans, et bien qu'il soit un Indien inscrit, il n'est pas membre de la communauté dans laquelle il habite. Depuis 8 ans, Mme Marc et Mme Lefthand ont essayé à maintes reprises d'inscrire leur fils, mais il n'a jamais été accepté. Elles pensent que c'est simplement parce qu'elles forment un couple de lesbiennes. We feel very discriminated against, and we're very hurt, and we feel very belittled. I want him to feel pride in his community. And if this is going to keep happening, then I don't even know if I want to raise him here anymore. Le couple affirme que le chef et le conseil n'ont pas expliqué précisément pourquoi l'adhésion de Lilith a été refusée. We tried bringing the donor, I would call him the donor. We tried bringing him in, and he filled it out with me, and they still rejected that, and they asked for a DNA test, which we thought wasn't fair. Ils ont refusé le test d'ADN. Madame Marc est la mère biologique de Lilith. Elle et Madame Lefthand sont ensemble depuis plus de 15 ans. We planned this family, and it was me and her from the get-go. Yeah. So, why push her away now? Madame Marc et Madame Lefthand sont toutes deux inscrites comme parents de Lilith sur son certificat de naissance. Or, le couple a indiqué que le conseil a demandé le retrait du nom de Madame Lefthand lors de leur dernière tentative d'inscrire leur fils. He kind of mentioned, if she was off the birth certificate and he was on there wouldn't be no problem, is what he mentioned, and that really upset me. I'm not going to do that because she's a parent. It just hurts that he's treated different because of me. And I don't know, sometimes I feel like I shouldn't be in the picture just so he can get what he deserves. It feels like it's because of me that he's pushed aside. He doesn't deserve that.
APTN a communiqué à plusieurs reprises avec le chef et le conseil pour demander des entrevues filmées. Le conseiller Ryan Robb a plutôt préféré envoyer un courriel indiquant qu'il serait inapproprié de parler du dossier d'une personne. La Première Nation de Stoney Nakoda a un code d'appartenance coutumier, ce qui signifie qu'elle n'est pas administrée par le gouvernement fédéral. Madame Mark explique que le couple n'a pas à sa disposition la version du code d'appartenance la plus récente, mais une version dont la dernière mise à jour datait de 1995. Cette version du code ne mentionne pas les membres de la communauté LGBTQ2S. We have all the proof here. And we feel like they're not considering her as a parent. Lorsqu'on interroge Ryan Robb sur le code actuel, il déclare par écrit que le code d'appartenance relève du peuple des Stoney Nakoda et que ce n'est pas quelque chose qu'il serait en mesure de distribuer dans l'intérêt de personnes ne faisant pas partie de la communauté. But enough is enough, like 8 years. We're sick of being treated like this and we're not going to stay quiet anymore. He doesn't deserve this. He's too sweet to be here. But I just don't want him to change who he is. Dans la deuxième partie de cette histoire, que signifie le fait d'être membre pour cette famille de la Première Nation de Stoney Nakoda? He's a full Stoney and he should be a full member. Ensuite, nous entendrons le témoignage d'un père bispirituel vivant à Vancouver et qui est incapable d'inscrire l'un de ses deux fils. What's been happening now is that I'm in essence fighting my community to have this changed. Un reportage de Tamara Pimentel, nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire de la Première Nation Stoney Nakoda. Après la pause, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec M. Francis Ishpatao, directeur du secteur de la langue et de la culture à l'Institut Tchagabesh. Il nous parle de l'importance de la préservation de la langue Innu, qui est parlée par 12 000 personnes. À tout de suite. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Récemment, j'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Francis Ishpatao de l'Institut Tchagabesh. Nous avons discuté de l'importance de la préservation de la langue Innu. Par rapport à l'année internationale des langues autochtones, quel impact avez-vous eu? Je vais vous dire, c'est important que les gouvernements se positionnent sur un projet de loi sur les langues autochtones parce que pour moi, c'est très riche comme langue. Les langues autochtones du Canada au niveau international. C'est important parce que il ne faut pas que ces langues-là se perdent graduellement par la force économique mettons des exemples comment dire ça, pas l'anglais, parce que l'anglais, c'est la langue universelle à l'échelle nationale, puis aussi, pas national, au niveau international, et aussi le français. Donc, les langues autochtones, eux autres, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas eu de protection comparativement au gouvernement qui font des lois, des programmes sur la francisation, sur la manière de conserver la langue. Que faites-vous pour la préservation de la langue ici à Tchagabesh? Ce que nous faisons, première des choses, on est dans un bureau d'institut. Nous parlons en langue Innu. Nous essayons de se communiquer. Mais c'est pas évident parce que l'Institut Tchagabesh aussi, son rôle, c'est promouvoir la langue et sensibiliser parce qu'on travaille avec 7 communautés membres. Donc, comme les 7
membre, c'est la Nation Innu, mais sauf que il y a 2, 3 autres communautés qui ne font pas partie de l'Institut, mais il faudrait les regarder aussi parce que c'est la langue vivante de Inuyamon, la langue Innu. Là. Donc, nous autres, dans l'aspect préservation, on se communique en langue Innu ici dans le bureau, mais les problèmes qu'on a, c'est les problèmes des dialectes. Parce qu'il y a 3 dialectes à l'intérieur de la standardisation de la langue Innu. Le dialecte de Mamit, qui est de l'Est à partir de Equantit jusqu'à Pokwachepi. Puis, comme je disais, le bloc centre, c'est plus ici, Ouachat, plus Machimekouche. Puis l'Ouest, c'est plus Pessamit, plus Machtayash. Donc, mais pour faire la sensibilisation de la langue, nous faisons des traductions du matériel pédagogique aux enfants. Nous invitons les profs Innu en enseignement Innu pour les donner le soutien, l'accompagnement, la formation, les outils. Même là, nous avons une conseillère pédagogique qui se promène dans les communautés autochtones pour aller voir les enseignants Innu. Mais aussi en contrepartie aussi, parce que même si si nous dépassons la limite de nos responsabilités, j'essaie aussi de promouvoir aussi dans les centres de CPE. Le rôle des parents dans l'apprentissage de la langue et de la préservation. En tant que parent, c'est leur responsabilité. C'est sûr que les parents doivent parler aux enfants, même au bas âge, déjà la langue Innu, qui va avoir des effets très positifs quand l'enfant sera à mesure qu'il va grandir. C'est normal, d'après moi, qu'un enfant qu'on parle à sa langue maternelle pour préserver sa culture, son histoire, son patrimoine, son identité, puis aussi sa force culturelle, surtout la langue Innu. D'après moi, il faut le faire en bas âge des enfants. C'est pour ça que c'est important le rôle et la responsabilité des parents. Pas juste à l'école. L'école, c'est juste, on donne juste l'éducation. C'est quoi la différence entre la langue Innu qui vient du territoire ainsi que la langue Innu qui vient de plus en ville? Dans le temps, nos ancêtres, nos grands-pères vivaient dans le territoire. Donc, la langue venait du territoire. Mais depuis la sédentarisation, depuis que plusieurs personnes n'y vont pas dans le territoire, là, on perd la force de l'utilisation du langage territorial, de la langue Innu. Donc, on est plus porté à utiliser le langage urbain qui est propre dans nos communautés parce qu'on bouge pas, on reste sédentaire, on voit juste ce qui est visuel, parce qu'un autochtone, un enfant, il est très visuel, il est très maniable. Je veux dire, il faut qu'il touche, il faut qu'il voit, il faut qu'il soit sensibilisé. C'est comme ça que la culture, la langue qui a été... Au début, c'était comme ça, c'était direct. Maintenant, c'est juste visuel. Oui, on nomme les choses visuellement. C'est bien ça, oui. OK, je comprends. Francis? Bon, ça me fait plaisir de répondre. Donc, c'est moi qui te remercie. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Au nom de toute l'équipe et en mon nom, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je suis Sylvie Ambroise, au plaisir de vous retrouver. Yamet.